Salut à tous, c'est Pad pour Spin4Win et du coup ça va être ma première vidéo pour la plateforme. J'ai choisi de vous parler d'exploitation, donc on va parler à la fois d'un point de vue théorique et ensuite d'un point de vue pratique. Allez, c'est parti. Oups. Ok. En petite introduction, vu que c'est ma première vidéo pour la plateforme, une petite présentation. Donc je suis Pad, j'ai la trentaine et je joue au poker depuis à peu près 10 ans. Je joue professionnellement depuis environ 4 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans. Je suis spécialisé du coup en spin and go. Donc dans mes 10 ans de poker en ligne, j'ai commencé par du cash game. Ensuite, j'ai fait du HU Sit and Go. Je me suis intéressé assez rapidement à ce format. Et vers 2015, je suis passé, même peut-être un peu avant, non, je crois 2015, je suis passé aux expressos, donc sur Wina et plus généralement les spins sur diverses plateformes. Et donc depuis cette époque, je suis resté sur les spin and go en grindant pas mal, en faisant également du coaching et des vidéos. Et donc maintenant, ça fait pas mal d'années que je grind les 50, les 100 sur différentes plateformes. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo et on va parler d'exploitation. On va essayer de définir un peu ce que c'est que l'exploitation pour vraiment que tout le monde ait les idées claires, parce que bien souvent, on parle d'exploitation, on parle également de GTO, mais c'est pas vraiment clair et les gens ont tendance, à mon avis, à pas mal s'embrouiller. Donc, un de mes objectifs dans cette vidéo, ce serait de vraiment clarifier les choses et d'expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire de l'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire un jeu exploitant, un jeu GTO, etc. Et donc vous pouvez voir dans le petit sommaire, vous pouvez voir en haut qu'on parlera pas mal de l'exploit de la GTO, des différents types de joueurs, etc. et de ce que j'appelle une approche exploitante. Parce que la théorie c'est intéressant, mais ça sert à rien s'il n'y a pas de pratique derrière. Je vais ensuite faire une seconde partie de vidéo. La vidéo sera probablement découpée en deux parties. Et donc dans sa seconde partie, je vous montrerai comment est-ce que moi j'étudie des spots et notamment j'étudie l'exploitation. Et donc on fera deux spots différents, un spot sur Roi 4-4, un spot sur 6-3-2, où on étudiera à la fois un peu de façon GTO et de façon exploitante des spots et on essaiera de voir voilà, comment travailler un spot et comment essayer d'aller chercher de l'exploit. Et on essaiera de mettre en pratique la théorie un peu qu'on a vue dans la première partie. Allez, c'est parti. Donc stratégie, exploitante et GTO. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut définir d'abord une stratégie exploitante? Une stratégie d'exploitation maximale, c'est la réponse la plus rentable à une stratégie particulière et fixe de votre adversaire. Donc cette définition, elle permet de nous expliquer que au poker, et ça peut finalement marcher dans d'autres domaines, on peut par exemple imaginer, je ne sais pas, si on joue à Shifumi, votre adversaire, s'il fait tout le temps ciseaux, bah, quelle est la réponse maximale d'exploitation maximale? Bah, ça va être de faire tout le temps pierre. Et c'est la réponse la plus rentable. Évidemment, quand on parle du coup de stratégie exploitante, il y a un truc qui est important, c'est qu'on considère que la stratégie adverse, elle est fixe. Et que selon cette stratégie fixe, et donc par exemple au poker, qu'est-ce qu'on va appeler une stratégie au poker? C'est assez complexe, hein, c'est pas juste, bah, moi j'aime bien value, j'aime bien bluff. Une stratégie, quand je parle de stratégie, c'est par exemple, voilà, sur Roi 4-4, ma stratégie, ça va être de c-bet tant de pourcents de mes mains, de c-bet avec ce sizing-là, sur tel type de turn, je vais faire ça et tout. Et donc voilà, ça va être vraiment l'entièreté de la stratégie d'un joueur. Évidemment, la plupart des joueurs n'ont aucune idée de quelle est leur propre stratégie, mais on peut imaginer, je ne sais pas, si on les mettait dans une boucle infinie avec tout type de mains et qu'on regardait à chaque fois qu'est-ce qu'ils font dans telle situation, on pourrait définir une stratégie fixe. Et en fonction de cette stratégie fixe, on pourrait essayer de définir quelle est la réponse la plus rentable à ça. Est-ce qu'on a envie de beaucoup de check-raise, de beaucoup miser, de beaucoup bluff, de pas beaucoup, etc. Et cette stratégie qui va gagner le plus de possible de V sera la stratégie exploitante maximale. Cependant, l'adversaire, il peut également
changer sa stratégie. On peut imaginer que par exemple si vous jouez à Shifumi, vous avez remarqué que votre adversaire il fait tout le temps pierre, et du coup il fait tout le temps ciseaux, bah, peut-être s'il n'est pas trop con, si vous faites... non, il fait tout le temps pierre, non. Et s'il fait tout le temps pierre, vous faites tout le temps feuille, pardon, bah, si vous faites tout le temps feuille, peut-être que votre adversaire il peut être un peu intelligent et se dire je vais faire ciseaux. Et si lui change et que vous changez, etc., et qu'au final, à un moment, vous essayez vraiment d'exploiter maximum et que votre adversaire essaye également de vous exploiter au maximum, pardon, vous pouvez potentiellement arriver à un équilibre. Et cet équilibre, on appelle ça un équilibre de Nash. Donc lorsque vous avez une stratégie d'exploitation maximale face à votre adversaire, mais que cet adversaire a également une stratégie d'exploitation maximale contre votre stratégie, alors on obtient un équilibre de Nash. On peut également appeler la stratégie des deux joueurs, on dit qu'elle est GTO. La stratégie GTO, donc au final, si on la définit, on peut la définir de différentes façons. Elle peut se définir du fait qu'on a une stratégie GTO quand les deux joueurs s'exploitent maximalement l'un l'autre. On peut également définir cette stratégie GTO en disant qu'aucun joueur n'a la possibilité de dévier profitablement de sa stratégie. Voilà, s'il a une stratégie en place avec telle fréquence de bêtes, etc., et que l'autre adversaire a également une stratégie en place face à ça, mais qu'aucun des deux n'a intérêt à dévier parce que sinon il va perdre de levée, à ce moment-là, on est à un équilibre de Nash, mathématiquement. L'équilibre de Nash, c'est pas du tout que pour le poker. Hein. À la base, c'était créé pour de l'économie, un théorème mathématique. Et donc dans ce cas-là, si aucun des deux joueurs ne peut dévier, on a un équilibre de Nash, et c'est vraiment important aussi de se rendre compte que du coup, dans un sens, cette stratégie qu'on appelle GTO, elle est également exploitante dans un sens, puisqu'on a dit par définition qu'une stratégie GTO, c'est quand les deux adversaires s'exploitent maximalement l'un l'autre. Et ça, c'est quand même assez important, à mon avis, à garder en tête. À partir de là, on peut se poser la question s'il faut jouer GTO ou exploitant. On peut souvent voir un peu sur les différents forums ce genre de débat. Dans ce cas-là, il faut jouer GTO, non, il faut jouer exploitant, etc. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une seule bonne réponse, et voici en tout cas c'est ma réponse, c'est il faut toujours chercher à jouer exploitant. Cependant, plus votre adversaire va avoir une stratégie proche de la stratégie GTO, plus en cherchant vous-même à être exploitant, il faut toujours chercher avec les exploitants, et bien de manière naturelle, votre stratégie exploitante, elle se rapprochera d'une stratégie GTO. Effectivement, la stratégie GTO, au final, ça va être une stratégie qui a pour caractéristique d'être maximalement exploitant quand votre adversaire, finalement, a une excellente stratégie, proche de la perfection, au final, proche de la GTO. Et donc, si vous cherchez toujours à exploitant, quand votre adversaire sera très loin de la GTO, vous serez également très loin, mais vous l'exploiterez au maximum. Et si jamais votre adversaire est au final très proche de la GTO, en essayant d'être le plus exploitant envers sa stratégie, vous vous rapprocherez naturellement d'une stratégie GTO. Mais vous n'avez pas besoin de vous dire « Ok, là je joue plutôt GTO, là je joue plutôt exploitant ». Non, au final, si vous êtes tout le temps en mode « Je veux jouer exploitant », de manière naturelle, contre certains adversaires, si vous êtes un bon exploitant, votre stratégie naturellement, ça se rapprochera de ce qu'est une stratégie GTO. Je me répète un peu, mais j'essaie de vraiment faire en sorte que ce soit clair dans votre tête. Et donc à l'inverse, plus votre adversaire s'éloigne de la stratégie GTO, plus vous-même vous aurez intérêt à vous éloigner pour finalement maximalement exploiter votre adversaire. Il faut ici bien comprendre qu'au final, la stratégie GTO au poker, elle est un peu différente, notamment par exemple de la stratégie au Shifumi, parce que la stratégie au Shifumi, la stratégie GTO, c'est de faire 33% une fois sur 3, chacun des 3 options. Mais au final, si vous misez de l'argent et que vous faites une fois sur 3, en fait, vous gagnez rien. Ok, le chat, qu'est-ce que t'en penses de la GTO, toi? Hop. Au final, la stratégie GTO au Shifumi, elle est assez différente du poker parce que c'est une stratégie où, au final, quand vous êtes à l'équilibre, vous gagnez rien, vous perdez rien. Au poker, intrinsèquement, la stratégie est assez différente puisque quand vous avez une stratégie GTO, au pire des cas, vous gagnez rien, vous avez une EV à 0 si votre adversaire a également une stratégie GTO. Par contre,
À chaque fois que l'adversaire dévie potentiellement de cette stratégie, si vous restez à la stratégie GTO, vous gagnez de l'argent. Parce que votre adversaire, quand il dévie, il perd forcément de levée. Et au poker, ce que l'adversaire perd, vous le gagnez quand vous êtes juste deux joueurs. Et donc forcément, plus l'adversaire s'éloigne, plus vous gagnez de l'argent. Ça a par exemple pu être montré si vous avez suivi un peu le match qu'il y a eu il y a quelques années entre une intelligence artificielle et 4 énormes joueurs de cash game heads up qui étaient dans le top des joueurs. Le bot s'appelait, alors il y en a eu deux des matchs, il y en a eu le premier, il semble que le bot s'appelait l'IA, s'appelait Claudico, et ensuite la même team de l'université Carnegie Mellon ont fait une deuxième tentative, ils avaient perdu le premier match, la deuxième tentative ils ont gagné, cette fois-ci le bot s'appelait Libratus, vous pourrez regarder un peu sur Wikipédia si ça vous intéresse, mais en gros du coup il y avait 4 joueurs de HU Cash Game spécialisés dans ce jeu-là. Bouge le chat. Pourquoi est-ce que tu veux toujours venir pile là où je travaille? Et donc en gros ils étaient 4 joueurs et ils jouaient en fait de manière symétrique. C'est-à-dire que par exemple, si un joueur dans une pièce avait, je sais pas, paire d'as et que Libratus, le bot, avait paire de dames et qu'il y avait un certain flop, en fait, dans une autre pièce en parallèle, les mains allaient être inversées. Et cette fois-ci, c'était le joueur qui avait paire de dames et le bot qui avait paire d'as et le même flop. Du coup, vraiment, ça réduit pas mal la variance. Et le Libratus jouait un jeu proche de la GTO, donc l'intelligence artificielle essaie de calculer des équilibres de Nash derrière, d'ailleurs c'est la spécialité de cette université, c'est pas du tout dans le poker, ils sont voilà, donc, game theory et tout, est spécialisé dans des calculs d'équilibre de Nash, et au final, le bot a explosé les humains, je sais plus exactement c'était quoi le win rate, mais un win rate quand même assez fort, alors qu'il n'essayait pas du tout d'exploiter les adversaires. Mais simplement la stratégie GTO est une stratégie tellement complexe, tellement élaborée, tellement forte, que dans le pire des cas, elle est EV0, et plus l'adversaire est loin du GTO, plus elle gagne de l'argent. Cependant, ce n'est pas la meilleure stratégie, parce que quand l'adversaire dévie, vous pouvez également dévier pour gagner encore plus de V. Et donc dans ce cas-là, on peut du coup considérer que finalement la GTO, c'est un peu une espèce de référence. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle exploit? Exploiter quoi? C'est exploiter une erreur. Mais comment est-ce qu'on peut définir une erreur? Par exemple, au poker, je ne sais pas moi, si l'adversaire il mise sur un flop et que je fold 70% du temps, est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Il y a moyen que oui. Maintenant, si je fold, je sais pas, 48% du temps, c'est une erreur ou pas? 37, c'est une erreur ou pas? À quel moment est-ce que c'est une erreur? Finalement, la seule possibilité de définir une erreur dans l'absolu, c'est par rapport au final à la GTO, parce que le GTO, c'est la seule stratégie où dans le pire des cas, tu es EV0. Et évidemment, quand on dit EV0, c'est sur le long terme. On peut toujours perdre de l'argent sur un coup. Mais imaginons qu'on le joue des millions de fois et qu'on joue de manière symétrique, dans une position et dans l'autre. Alors le jeu GTO, c'est démontré mathématiquement. Au pire des cas, il est EV0. Et sinon, il gagne de l'argent. Du coup, au final, la GTO, c'est la référence. Et chaque déviation de cette référence, c'est potentiellement une erreur. Je dis potentiellement parce que est-ce que c'est, ou alors on peut aussi dire une erreur de manière absolue en fait. Parce que est-ce que c'est forcément une erreur? Par exemple, si je sais bet à 100% sur un flop contre un adversaire qui fold trop, probablement que mon c bet à 100% c'est un peu trop par rapport à la GTO, à la référence. Donc ce serait une erreur. Mais en fait, c'est pas une erreur parce que mon adversaire, lui, il fold trop. Et donc, vu qu'il fold trop, il dévie de la GTO, il va perdre de levée, et moi je vais à mon tour dévier de la GTO pour gagner plus de levée. Donc au final, mon c-bet à 100%, si l'adversaire jouait bien et se rendait compte que je fais une erreur, ça pourrait en être une, mais en fait ça devient plus un exploit parce que mon adversaire, lui, fait une erreur, il dévie de la GTO et il fait une erreur, et moi je dévie également de la GTO pour augmenter mon gain de V. Et donc finalement, c'est comme ça qu'on va pouvoir définir de l'exploit, c'est dévier de la GTO lorsque l'adversaire dévie également pour exploiter. Maintenant, Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question un peu, on parle souvent de joueurs exploitants versus joueurs GTO, je ne sais pas trop si vous avez vu un peu tous ces débats qu'il peut y avoir sur les forums, on va dire ah oui mais moi j'ai plus un profil, moi je suis plus un joueur exploitant, lui c'est plus un joueur GTO, etc. Mais du coup, est-ce que ça existe vraiment ça? Parce que finalement, vu comment on vient d'exfinir l'exploitation,
bah, l'exploitation, elle dépend de la GTO, parce que exploiter, c'est dévier quand il y a une déviation par rapport à la GTO. Donc si la GTO, c'est la référence, la norme, on ne peut pas vraiment être un joueur exploitant sans également connaître un peu la GTO, ou en tout cas, est-ce qu'on peut? Je vous pose la question, ça paraît pas compatible. Et donc je vous pose la question, est-ce qu'il faut forcément connaître la stratégie GTO pour exploiter? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, et moi ma réponse c'est bah non en fait. Et je vous donne quelques exemples pour vous le montrer. Premier exemple, imaginons qu'on ait un joueur qui check raise uniquement à la river quand il a nuts. Ça arrive au final pas mal aux tables. Il y a des profils où vraiment bah, ils peuvent bluffer dans certains spots et tout. Mais par contre, quand il y a un check raise à la river, c'est juste quand il a nuts. Du coup, comment exploiter ce joueur-là? Bah, il check raise, à chaque fois qu'il check raise, il a nuts. Du coup, bah, probablement que ses fréquences par rapport à la fréquence GTO, bah, elles sont au-dessus, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de savoir quelle est la fréquence parfaite GTO de check raise et quelle est exactement la bonne répartition entre les values et bluff pour savoir qu'en fait, il y a juste trop de value parce qu'il fait que quand il a nuts. Et du coup, bah, quel va être notre exploit? On va juste énormément fold quand on se fait check raise à la river, à part quand nous-mêmes on a les nuts également. Et donc finalement, ici, on va pouvoir trouver un exploit très facilement en s'en foutant complètement de où est la GTO, parce qu'on sait que l'adversaire, on sait dans quel sens au final il fait son erreur, parce que elle est tellement grosse, son erreur, que c'est très facile de trouver l'exploit. Exemple 2, le c-bet. Au final, si on y réfléchit, le c-bet, ça fait 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, peut-être même plus, que tous les joueurs ont compris de poker, ont compris qu'il y a un petit intérêt à avoir beaucoup de continuation bet. C'est-à-dire que voilà, quand on a l'initiative pré-flop et qu'on tombe sur un flop, bah, miser énormément sur les flops, c'est une stratégie qui marche énormément. Et en fait, si on y réfléchit, dans le fond, bah, cette stratégie, finalement, c'est un exploit, parce que c'est un exploit qui exploite quelle erreur? Ça exploite une erreur du field très commune et une erreur des débutants et voilà, des joueurs récréatifs qui vont faire qu'ils vont aimer aller voir un flop pour voir quel est le flop, et puis quand ils n'ont pas touché, ils vont se barrer. Et finalement, ils vont faire ça beaucoup trop souvent, ils ne vont pas être assez combatifs sur les flops, et ils vont vraiment faire une erreur à trop fold, généralement également peut-être un peu trop fold, un peu trop call, et pas avoir suffisamment de check raise. Mais voilà, ils vont faire cette grosse erreur. Quel va être l'exploit? Bah, ça va être un peu de monkey bet les flops et de pas trop se poser la question. On a raise pré-flop, hop, on fait un c-bet. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça marche et pourquoi est-ce qu'énormément de joueurs pro, même il y a très très longtemps, ont tout de suite proposé un peu cette stratégie? Bah, tout simplement parce que l'erreur, elle est évidente des adversaires et que cet exploit, il donne beaucoup d'argent, il rapporte beaucoup de V. Mais à cette époque-là, on n'avait aucune idée de quelles pouvaient être les stratégies GTO, on n'avait pas tous les solvers qui pouvaient permettre de calculer ces stratégies-là. Et en fait, on utilisait l'exploit sans spécialement savoir où était un peu la référence, et on ne savait pas, voilà, là il devrait fold, je sais pas moi, 45%, il fold 70%, donc on doit c-bet plus. Ben, en fait, on s'en fout de savoir qu'il devait fold 45%. On sait que quand il fold 70%, c'est trop, et qu'en c-bettant, ça va être un bon exploit. Maintenant, est-ce que dans tous les cas, on s'en fout de savoir la stratégie GTO pour exploit? Bah, pas tout à fait. Par exemple, je vous propose un spot, imaginons qu'on est en heads-up, on a 10 blindes deep, pot limpé, donc voilà, je limp ma SB, l'adversaire check, on est 10 blindes deep pré-flop, il y a un flop roi 4-4, et là je sais que mon adversaire, il a une stratégie avec beaucoup de check raise sur ce flop-là, environ 25%. Donc une fois sur 4, quand je bet, je vais me manger un raise. Comment est-ce qu'on exploite ça? Bah là, d'un coup, en fait, la réponse, elle ne devient pas aussi évidente. C'est pas aussi évident que notre exemple 1 ou notre exemple 2, où on a un adversaire qui fold beaucoup trop, ou qui a beaucoup trop de value, etc. En fait, on ne sait même pas, est-ce que c'est une erreur de check raise 25%? Est-ce que c'est une erreur parce que c'est trop de check raise? Est-ce que c'est une erreur parce que c'est pas assez de check raise? Ok, une fois que je sais si c'est trop, comment est-ce que je fais pour exploiter trop de check raise? Est-ce qu'il faut que je réduise mes sizing, que j'augmente mes sizing? Est-ce qu'il faut que je réduise mes fréquences de c-bet, que je les augmente? En fait, d'un coup, ça devient vraiment
pas aussi évident que ça, et ça devient beaucoup plus complexe. Et du coup, en fait, par cet exemple, je voulais vous illustrer que dans beaucoup de situations, on n'a pas forcément besoin de connaître la GTO pour exploiter, mais qu'en fait, connaître la GTO pour exploiter, ça peut que vous rendre meilleur, et ça peut que dans des spots plus complexes, là, ça va devenir hyper important. Si je dois conclure un peu sur cette diapo, c'est que du coup, il faut effectivement toujours chercher à jouer exploitant, mais que étudier la GTO va vous permettre de mieux exploiter. Parce que dans notre exemple 1, si on sait que, ou dans notre exemple 2, c'est peut-être plus simple, si on sait que voilà, ça va être tant de pourcents la bonne fréquence de fold, etc., et qu'on voit que l'adversaire a 70%, ok, on connaît la GTO, ça ne change pas grand-chose, on sait toujours quel est l'exploit. Par contre, la différence sur le troisième spot, elle est énorme. Avant, sans connaître les bonnes fréquences, bon, on ne savait pas du tout si c'était une erreur ou pas, on ne savait pas si c'était trop ou pas assez. Mais par contre, imaginez que d'un coup, on étudie un peu le spot sur un solver, ça vous donne la bonne stratégie, et que le solver vous explique également comment exploiter s'il y a trop de check raise ou pas assez de check raise, et bien d'un coup, en fait, l'étude de la stratégie GTO va vous rendre un meilleur exploitant. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours chercher à jouer exploitant, mais que l'étude de la GTO va pouvoir vous permettre d'être meilleur dans cette approche. On peut également noter que bien souvent, l'étude de la stratégie GTO va en fait être beaucoup plus complexe que l'étude de la stratégie exploitante. Et d'ailleurs, on peut souvent entendre des joueurs dire oui, bah moi le solver, je m'en fous, et notamment ça va être des joueurs un peu old school qui vont dire ouais, moi les solvers et tout, c'est de la branlette, je m'en fous complètement, moi je vais faire ça, c'est mon jeu standard. Bah ouais, en fait, ok, c'est ton jeu standard, mais au final, est-ce que tu te rends compte de pourquoi est-ce que c'est ton jeu standard et que ton jeu standard, à la base, bah, c'est un jeu qui est fait pour exploiter les fiches, et donc c'est un jeu un peu comme l'exemple 1 ou 2 qui a été mis en place petit à petit par les joueurs qui ont compris que là c'est intéressant de faire ça, là c'est intéressant de faire ça, mais que si tu ne comprends pas en profondeur exactement quelle erreur il exploite, etc., bah au final ton exploitation sera pas si forte que ça, et il y aura plein de spots où tu ne pourras même pas exploiter. Donc, ma conclusion ici, c'est qu'il faut avoir une approche exploitante, et que finalement, dans un premier temps, il faut toujours chercher l'exploit, mais dans un premier temps, on peut avoir une approche, ce que je vais qualifier d'une approche simple. Et ça, l'approche simple, c'est quoi? C'est une espèce d'élaboration d'un jeu qu'on peut communément appeler un jeu standard qui exploite le field. Et finalement, si on y réfléchit, il y a quelques années, voilà, quand tous les solvers et tout, ils existaient pas, comment est-ce que les joueurs ils travaillaient leur jeu et comment est-ce qu'ils faisaient pour essayer de s'améliorer? Bah, ils discutaient sur les forums stratégiques, ils discutaient entre eux, etc. Et ils regardaient un peu sur leur poker, sur leur tracker, qu'est-ce qui fonctionnait ou pas. Et donc petit à petit, en fait, par essai et erreur, ils élaboraient un espèce de jeu qui va gagner de l'argent. Et donc ils allaient dire, bah voilà, ici je sais bet, bah, c'est le standard, ici je fais ça, c'est le standard. C'est le standard en fait qui gagne de l'argent. Et donc ça, c'est quoi? C'est en fait, voilà, c'est un jeu qui, par défaut, exploite bien le field et va réussir à gagner de l'argent et à exploiter des erreurs, mais sans forcément exactement tout comprendre derrière quelles erreurs, etc. Et probablement aussi en loupant pas mal de spots à exploit qui sont juste plus complexes à comprendre comment exploiter. Il n'empêche que cette approche, elle est hyper importante, et que si vous me posez la question là tout de suite, moi je joue en 5 euros, je joue en 2 euros, etc. Est-ce qu'il faut que je commence à étudier les solvers, la GTO? Bah non, c'est vraiment pas la priorité. Ta priorité, si tu joues en micro-limite, en petite limite, etc., si on parle de speed and go, je dirais en dessous des 50, ta priorité, c'est vraiment de comprendre comment tu peux réussir à te construire un jeu basique, mais avec des bases hyper solides, et te construire un jeu, un espèce de jeu standard, qui, dans énormément de spots, vont en fait exploiter énormément de tendances d'erreurs du field. Et donc comment est-ce que tu vas élaborer ce jeu standard? Bah, ça va être en regardant des vidéos de coach, ça va être en postant tes mains sur les différents forums en disant là est-ce que j'ai fait une erreur ou autre. Et voilà, petit à petit tu vas réussir à élaborer ce jeu standard qui va être gagnant et qui va te permettre de gagner aux petites limites.
Et dans un premier temps, il faut pas trop se prendre la tête et effectivement, la GTO, ça peut être pas mal de branlettes intellectuelles, c'est complètement vrai, mais surtout, ça peut être quelque chose dans lequel les gens vont complètement se perdre et finalement, ça va pas du tout être bénéfique. Il vaut mieux, dans un premier temps, voilà, se construire ce jeu et essayer de voilà, se construire ces bases qui vont gagner. Cependant, si tu es un peu ambitieux et que tu as envie de ne pas rester tout le temps en 10 euros, voilà, à la limite, qui gagnent un peu d'argent, mais qui ne vont pas non plus de faire de toi un excellent joueur, etc., il va falloir aller un peu plus loin potentiellement. Et pour moi, c'est vraiment là où ça va changer un peu entre les bons règles de 5-10 € et les bons règles de plus. Enfin, je parle en tout cas pour les spin and go, voilà, où à partir des 25, peut-être 50, 100, où là, potentiellement, c'est possible même de vivre de ce jeu. Et il va falloir avoir une approche un peu plus complexe. Il va falloir comprendre et améliorer ce jeu standard. Comprendre pourquoi est-ce que ce jeu standard il fonctionne, mais également dans quelles conditions est-ce qu'il ne fonctionne pas, contre quel type de profil. Et là, on va alors devoir dévier sur un peu une étude du jeu GTO, donc notamment par exemple avec des solvers ou ce genre de trucs, pour pouvoir finalement exploiter plus efficacement et pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de spots où avant on n'y réfléchissait pas du tout parce que c'était très compliqué à comprendre quelles étaient les erreurs du field, etc., sans connaître finalement la stratégie GTO, comme j'ai pu vous expliquer, où voilà, le spot roi 4-4, 25%, c'est trop ou c'est pas assez de check raise? Si c'est trop, comment on fait pour l'exploiter, etc. Ça, c'est vraiment pas simple. C'est pas évident et ça vient pas tout de suite comme le fait de c-bet tout simplement. Et du coup, c'est ce travail-là, cette approche un peu plus complexe qui va aller chercher les solvers et aller chercher l'étude du jeu GTO. Mais, encore une fois, on n'étudie pas le jeu GTO pour jouer GTO, on étudie le jeu GTO pour jouer le plus exploitant possible. Et en cherchant dans cette quête de l'exploit le plus possible, si votre adversaire joue excellemment bien, la meilleure façon de l'exploiter, ça va se rapprocher finalement de cette stratégie. Donc naturellement, ça va se rapprocher du GTO, mais sans qu'on cherche à jouer GTO, on cherche toujours à jouer exploitant. Ok, je vois que ça fait pas loin des 30 minutes et c'est parfait parce que je voulais découper cette vidéo en deux. J'espère que cette première partie théorique où j'ai pas mal blabaté ne vous a pas trop endormi. J'espère que voilà, ça vous a intéressé un peu sur vraiment comprendre et que ce soit clair dans votre tête qu'est-ce que c'est que l'exploit et quelle approche on peut avoir pour exploiter. Et maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de la vidéo où on va essayer de mettre en pratique finalement toute cette théorie qu'on a pu faire et essayer de comprendre, voilà, imaginons, et donc on va étudier effectivement ce spot roi 4-4, comment est-ce qu'on fait pour chercher à exploiter nos adversaires sur un board comme ça et quelles sont les étapes pour essayer de travailler son jeu sur un spot et chercher à l'exploiter. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour la seconde partie de la vidéo.